rencontre avec Majnoun à quelques minutes de son set à l'Astrolabe, lors de cette soirée Every Migrant is a Hero. Je crois que c'est toi qui as trouvé ce slogan, non? Oui, c'est ça même. Every migrant is a superhero. Is a superhero. C'était quoi le message? Changer le regard sur le migrant, changer le regard sur l'autre qui arrive, parce que je trouvais qu'il y a un regard un peu trop condescendant et misérabiliste vis-à-vis des étrangers qui débarquent ici et de la façon dont on les présente. Donc, le jeu de mots, il est venu de cette histoire justement dont j'ai parlé tout à l'heure de Mamoudou Gassama, qui a été décoré parce que pour sa bravoure d'avoir sauvé ce petit enfant-là qui a failli mourir. Hein. Et de là, oui, il n'est pas le seul super-héros. Il a été un super-héros, mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ils sont tous super-héros parce que survivre dans des conditions telles quelles, quand on est un immigré dans ce pays, il faut être un super-héros, sinon tu survis pas en fait. C'est ça l'idée. Donc c'était de mettre la lumière sur la situation et la condition des étrangers en général. Et ce soir on parle surtout de mineurs, c'est ceux qui quand ils arrivent ici n'ont pas vraiment les moyens de s'en sortir. Tu disais tout à l'heure lors de la table ronde que les adultes, ils se débrouillent, ils font leur vie ici, mais donc c'est ceux-là qui sont démunis par rapport à la loi et que la loi est en train encore de pressuriser encore plus. Et donc c'était un moyen de faire partager au public cette exactement, situation. De leur rappeler cette réalité-là, quoi. Moi, j'ai été à la dernière manif où justement les 146 jeunes dont elle parlait qui doivent se faire expulser. J'étais à la manif avec eux et j'ai fait partie de la délégation qui a été reçue par le conseil départemental. Donc j'ai discuté avec eux, mais j'y étais surtout pour écouter et voir comment ça se passe. Et j'ai compris qu'en fait c'était sans issue, quoi. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on leur offre un hébergement, un foyer quand ils sont mineurs et dès qu'ils ont 18 ans, on dit non, tu vas dehors. Et t'as pas forcément de papier, machin, comment tu fais, comment tu t'en sers. C'est violent, en fait, la situation elle est violente parce qu'ils deviennent leurs référents et tout de suite après on les met à la rue. Et c'est des jeunes effectivement qui n'ont aucun autre référent ici, quoi. Donc c'est une situation compliquée, très compliquée. Et tu penses que c'est une volonté politique? Je suis sûr que c'est une volonté politique. En fait, j'en suis même pas là, quoi. Moi, je suis pas en train de, je suis persuadé, en fait, c'est une certitude. C'est clairement une volonté politique. La façon dont on traite l'immigration dans ce pays, en général, c'est une volonté politique. C'est un choix politique. C'est pas une histoire de budget, c'est pas une histoire financière, ni rien. Ça coûte pas plus que ça coûte pas plus cher que ça. Tous ces arguments sont fallacieux, en fait, et faux. C'est juste une histoire de choix politique. Et le choix politique là, il est peut-être cynique même quand on va aller regarder réellement ce qui se passe derrière. Donc pour moi, c'est important aussi qu'on arrête de faire la langue de bois et qu'on appelle un chat. On dise les choses telles qu'elles sont et que les gens, c'est que comme ça qu'on peut avancer et que c'est comme ça que les choses peuvent changer. Et la façon de traiter cette immigration africaine avec laquelle l'Afrique, avec la France a des liens anciens, très anciens, c'est pour toi c'est un scandale, quoi. Oui, pour moi c'est scandaleux. Pour moi, si on considère ce que l'Afrique a donné à la France, c'est juste scandaleux d'accueillir ces enfants comme ça. Je vais citer un petit exemple, c'est les tirailleurs sénégalais. Exemple, moi je suis petit-fils de tirailleurs sénégalais et j'estime que l'accueil n'est pas à la hauteur, en fait. Tu vois, clairement, l'accueil n'est pas à la hauteur, à mon sens. Donc il faut remettre les choses justement dans leur vrai contexte, quoi. Arrêter de... Les Africains surtout, en particulier, moi j'appartiens à ce continent, à cette histoire-là, devraient être accueillis d'une façon beaucoup plus digne et beaucoup plus amicale, beaucoup plus chaleureuse dans ce pays. Mais quand des gens ici autour des autorités très très hautes en France te disent qu'il y en a marre de la repentance, de dire que la colonisation a des bons côtés et que en France on devrait pouvoir accueillir qui on veut, c'est les termes qui sont utilisés. Je crois qu'en France il y a un problème avec cette histoire-là. Il y a un problème clair et net, c'est-à-dire que d'un point de vue institutionnel surtout, ce que j'appelais le racisme d'État, c'est qu'on n'a pas fait la lumière et on n'a pas fait avec l'histoire. La France n'a pas fait la paix avec sa propre histoire. Le passé colonial, le fait colonial est un fait, en fait, qui est documenté, historiquement parlant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se faire un avis ou autre, est-ce que c'était positif ou pas. T'as qu'à aller lire, en fait, les documents et apprendre l'histoire et tu vas comprendre tout de suite si c'était positif ou pas. Donc, ils n'ont pas fait la lumière, ils ne l'enseignent pas comme ils se devraient dans l'éducation nationale et donc leur explication aujourd'hui, pour moi, c'est une explication a posteriori. Et c'est une explication qui n'est pas très digne, en fait. C'est-à-dire, au lieu de dire la réalité, c'est de dire que non, ce passé, il est hideux. Clairement, quoi, il n'y a pas d'effet positif de la colonisation, il n'y en a pas, tout simplement, tu vois. Et c'est odieux et que les rapports qui ont été maintenus entre ces pays, les pays ex-colonisés et la France aujourd'hui, ils sont complètement déséquilibrés. Donc nous, on est plus dans une pensée décoloniale, c'est-à-dire qu'il va falloir décoloniser les esprits, comme disait Ngugi ou Achongo, mais pas que nous avons besoin de nous décoloniser, mais les Français eux-mêmes ont besoin de décoloniser leur esprit par rapport à cette histoire, pour qu'on puisse mettre un pas en avant. Alors, la repentance, tout ça, donc pour moi, c'est juste des arguments qui refusent de regarder la réalité en face et qui nous refusent la parole. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on prend la parole pour vouloir dénoncer ça, c'est une façon de nous museler.
de dire oui, mais non, non, il y a pas, personne ne va nous museler en fait. On va la dire la réalité. C'est ça. Et les dirigeants en Afrique, ils ont leur part de responsabilité dans cette situation. Naturellement qu'ils ont leur part de responsabilité. Ce sont nos dirigeants. Donc, si moi aujourd'hui je suis maltraité en France, mon président y est pour quelque chose. C'est clair, mais je vais pas taper sur lui juste pour faire plaisir au Quai d'Orsay. C'est-à-dire, c'est un jeu aussi qu'il faut éviter. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que Sénégalais, on est capable de remettre en cause nos dirigeants, de ce qu'ils font pour nous ou pas. C'est-à-dire que c'est pas ici en France, c'est pas la télévision française qu'on va venir taper sur eux pour faire plaisir à un certain discours, quoi. Non, on ne tombera pas dans ce piège-là. Et pourtant, la musique, c'est ton truc. La musique, ça passe. Dans la culture, ça passe. Mais qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, les mentalités ne changent pas, n'accompagnent pas cette évolution de la culture? Aujourd'hui, la musique africaine est partout. Et voilà, qu'est-ce qui fait que ça bloque? C'est une très bonne question, parce que je me suis posé la question aussi. Je me suis dit, ok, la musique africaine, elle est partout. La culture, elle a voyagé. Comment ça se fait qu'elle ne fait pas assez voyager, bouger les mentalités? Et peut-être que aussi c'est une autocritique qu'on doit avoir nous en tant qu'artistes, et le milieu culturel en général doit peut-être faire cette autocritique-là, à se demander finalement si la manière dont on présente la musique africaine aujourd'hui en France, est-ce qu'elle est réellement à notre avantage ou pas? Est-ce que c'est nous-mêmes qui la présentons? Ou est-ce que c'est d'autres qui préparent un format dans lequel nous on s'insère? Peut-être que là aussi il y a quelque chose à décoloniser dans la façon de présenter la culture elle-même. Et plus on parlera nous-mêmes pour nous, plus le discours il sera clair. C'est-à-dire qu'il faut aussi une autonomie à ce niveau-là, une autonomie artistique, une autonomie financière, une autonomie en termes de production, pour que justement ce qu'on a à dire soit réellement entendu. Mais si ça passe dans certains médias, dans certains formats, oui, évidemment, après on peut danser Ndombolo, Magic System, tout ce qu'on veut, sans avoir rien compris à l'histoire de la colonisation. On est bien d'accord. Tout simplement. On est bien d'accord. Un mot maintenant sur toi, ton nouveau projet, Majnoun avec les Sofa Sofa, avec des musiciens qui viennent du Sénégal et qui jouent maintenant avec toi. Un disque est prévu bientôt? Oui, l'idée du disque elle est là, mais elle n'est qu'en gestation, quoi. Après effectivement il y a un nouveau répertoire, il y a des nouveaux musiciens qui nous ont rejoints. J'ai rencontré des musiciens sénégalais quand je suis reparti là-bas il y a pas très longtemps, de très bons musiciens sénégalais, et donc j'étais content de pouvoir les intégrer au projet, parce que pour moi ils me permettent de donner encore plus de force à mon propos, artistiquement, musicalement parlant, à lui donner une identité plus forte. Donc je crois qu'il y a un choix qui a été fait dans ce sens-là. Moi j'aime la musique et j'aime beaucoup de choses différentes, mais la leçon que j'ai apprise du premier disque, c'était peut-être de resserrer un peu et de revenir un peu sur mon identité musicale, artistique, en termes de propos et tout. Donc le deuxième projet, il va refléter un peu plus ça, on va dire. Le deuxième album, il va, Inch'Allah, refléter plus ça, plus cette identité sénégalaise, là, africaine. Donc musicalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et en termes de propos aussi, comme je disais tout à l'heure, voilà, pourquoi Black Magic Safa Safa, c'est en gros, c'est la magie noire des guerriers et guérisseurs. Les Safa étaient les guerriers qui défendaient l'empire mandingue. Donc là, on revisite cette culture-là et on en fait aujourd'hui des guerriers et guérisseurs. Donc l'empire mandingue doit être restauré. Donc voilà, c'est pourquoi, voilà, on va raconter cette histoire-là. Merci Majnoun d'avoir reçu Orléans TV, dans Merci la loge à quelques minutes de ton set c'est à l'Astrolabe que ça se passe. Merci à vous. Hey,